Binge Audio. Préparé avec amour et fait avec amour. Quand on pense à Karl Lagerfeld, son image apparaît tout de suite. Chevelure argentée nouée en catogan, grosses lunettes noires fumées et col blanc amidonné. Quelque part entre le punk et le XVIIIe siècle, le directeur artistique de Chanel s'amuse à brouiller les pistes. Comme son style, sa vie apparaît en clair-obscur avec de nombreuses zones d'ombre. Une chose est sûre, ça doit bien le faire marrer qu'on se pose encore des questions. Connaissez-vous vraiment l'histoire de Karl Lagerfeld ? Karl Otto Lagerfeld naît à Hambourg le 10 septembre 1933, parachuté dans une année terrible qui voit l'avènement du nazisme. De quoi avoir envie de retourner dans le ventre de sa mère. D'ailleurs, elle s'appelle Elisabeth Ballmann, une Prussienne divorcée qui se remarie avec Otto Lagerfeld, un industriel viril et dynamique, laissé veuf et déjà père d'une petite fille. Karl Lagerfeld est un gosse de riche. Il habite dans une vaste maison à Blankenese, un beau quartier résidentiel d'Hambourg. Par la fenêtre de sa chambre, il voit passer les énormes porte-conteneurs naviguant vers le port. Un monde extérieur qui le laisse indifférent. Karl préfère rester dans sa bulle, dessiner ou lire un bon roman. Ses journées, il les passe la plupart du temps seul avec sa mère. Ses sœurs sont en pension et son père coincé en voyage d'affaires. Le petit Karl bénéficie d'une éducation très stricte, agrémentée de réprimandes quotidiennes. « Tu me ressembles, mais en moins bien », lui répète sa mère à longueur de journée. Mais loin de se morfondre, l'enfant est émerveillé par son esprit et cette force de caractère. Il veut à tout prix être comme elle, et ça tombe bien, car il a déjà hérité de sa chevelure épaisse et noir corbeau. Arrive le début des années 40. Le bruit des bottes s'intensifie et une chape de plomb s'abat sur l'Europe. Le clan Lagerfeld se réfugie dans son domaine de Bissenmoor, acheté au rabais quelques années plus tôt. À Bad Bramstedt, petit village loin des bombardements, le petit Karl voit les réfugiés affluer, des drapeaux ornés de croix gammées et un ciel rouge sang à force d'être bombardé. À côté de ses camarades, Karl détonne avec ses cheveux longs alors que la mode est à la coupe d'Hitler, rasés sur les côtés, plus longs sur le dessus et lissés sur l'arrière. This is a solemn but glorious hour. General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The flags of freedom fly all over Europe. 1945. Le vrombissement des avions s'arrête enfin. Les plus chanceuses retrouvent leur mari et le pouvoir d'achat repart à la hausse. À l'époque, la maison de couture Christian Dior rencontre un succès planétaire. Jupe ample, froufrou, taille cintrée, cette nouvelle forme d'élégance séduit. Le 13 décembre 1949, son défilé de mode se tient à l'hôtel Esplanade de Hambourg, ville ressuscitée à gros coups de bulldozer et de millions de Deutschmark. Près du podium, un jeune homme a les yeux écarquillés. Il ne veut pas en perdre une miette. Cet homme, c'est le jeune Lagerfeld. Il a 16 ans et ce jour-là, il le sait, il sera couturier. Au début des années 50, sa mère l'emmène vivre à Paris. Son père, lui, disparaît de la circulation. Après les cours, Karl se réfugie au cinéma pour travailler son accent français. Dans un pays qui parle encore des boches pour les qualifier, ça peut toujours servir. Karl arrive à s'infiltrer dans le milieu de la mode. Il gagne sa vie avec des illustrations et reçoit même le premier prix du concours du secrétariat international de la laine. Un prix qu'il remporte ex aequo avec un autre garçon à la silhouette longiligne, Yves Saint-Laurent. Karl devient l'assistant du couturier Pierre Balmain et enchaîne avec Patou. En 1963, il instaure le prêt-à-porter chez Chloé et se fait remarquer chez Fendi. Dans sa Rolls-Royce décapotable, le jeune couturier sillonne la rive gauche, danse dans les clubs de Saint-Germain-des-Prés et flâne au Café de Flore. À son bras, que du beau monde, Cleveland, Kenzo Takada, Antonio Lopez ou encore Diane de Beauveau-Craon. Tous s'abandonnent dans un tourbillon de drogue, d'alcool et de sexe. Tous, sauf Karl, qui s'enfile des litres de Coca-Cola.
Été 1972. Un jeune dandy, foulard autour du cou et regard bleu azur, l'aborde. C'est à peine si Karl entend son nom recouvert par une musique assourdissante, Jacques de Bachère. Sous les néons criards d'une petite boîte parisienne, il discute littérature jusqu'au petit matin. Jacques cite Homère, que Karl adore, lit Huysmans et parle plusieurs langues. Ce coup de foudre réunit deux hommes que tout oppose. Jacques sniffe une ligne de cocaïne au réveil, quand Karl ne boit pas une goutte. Jacques collectionne les aventures d'un soir, Karl, lui, déteste le sexe. D'ailleurs, le dessinateur ferme les yeux sur les liaisons de son partenaire, dont celle avec Yves Saint-Laurent, le seul amant interdit. Interdit parce qu'à ce moment-là, la concurrence est rude. Yves Saint-Laurent connaît la consécration. Il habille les Catherine Deneuve et autres actrices françaises qui font la pluie et le beau temps dans le cinéma. C'est avec jalousie que Karl Lagerfeld contemple le succès de son ami, devenu rival. Le monde de la mode n'est pas assez grand pour ces deux talents, en tout cas pour le couturier allemand. Alors il peaufine son armure. Il laisse pousser sa barbe, adopte le catogan et les chemises blanches sorties d'un autre siècle. Dans les soirées mondaines, l'aristo allemand brille par son esprit et ses airs de noble du XVIIIe siècle. À l'intérieur des salons feutrés, on l'entend dire que son père est un baron danois ou suédois. Peu importe si rien n'est vrai, ce qui compte, c'est l'audace. Dans les années 1980, la mode devient un sujet d'information et les Français regardent les défilés sur leur petit écran bombé. En 1983, Karl Lagerfeld est sollicité pour tenir les rênes de Chanel au bord de la faillite après la mort de Coco Chanel. D'un trait de crayon, Karl raccourcit les jupes, dessine des épaules plus carrées et fait sortir le nom Chanel de sa cage dorée. Mais en privé, il doit surmonter une épreuve terrible et doit enchaîner les allers-retours entre son boulot et l'hôpital où Jacques, son compagnon, est interné. Jacques a le sida. Ce nouveau virus qui empoisonne les soirées parisiennes et dont on ne connaît pas grand-chose, si ce n'est qu'il ne présage rien de bon quand on l'a. Les 4 dernières nuits, le couturier veille son compagnon sur un lit de camp dans sa chambre. Jusqu'à ce qu'il meure, le 3 septembre 1989, à l'âge de 38 ans. Karl ne montre rien derrière ses lunettes teintées, mais on devine sa douleur, sa détresse et sa tristesse. Karl prend du poids jusqu'à atteindre les 100 kilos en raison d'une alimentation exclusivement composée de saucisses et de Coca-Cola. Sa discrétion sur ses sentiments est à l'opposé de son train de vie ostentatoire. Demeures somptueuses et déplacements en jet privé rythment son quotidien. Son chat, Choupette, dispose de 5 valets et voyage avec des bagages Louis Vuitton taillés sur mesure. À l'intérieur de ses salons d'inspiration Louis XV, Lagerfeld passe une bonne partie des années 90 à échapper au fisc à Monaco. Il ira jusqu'à faire intervenir l'épouse du président de la République, Bernadette Chirac, une amie personnelle qui lui arrache un dégrèvement de 50 millions de francs. C'est bien connu, les bons comptes font les bons amis. Pourtant, la politique ne l'a jamais intéressé. Le Kaiser n'a jamais mis un bulletin dans l'urne, ni en France, ni en Allemagne, pays qu'il répugne. Pas assez chic à son goût. Au début des années 2000, le dessinateur devient un personnage mythique de la société française. Journaliste et chroniqueur s'amuse de son franc-parler, matiné de mensonges qui fait partie de son ADN. Rien n'est trop gros, même pas le fait que sa mère ait piloté son avion personnel. Je ne vends que la façade. Sa propre vérité, on ne la doit qu'à soi-même. En 2003, le quotidien Bild am Sonntag publie un extrait de son acte de baptême, assurant qu'il aurait vu le jour en 1933 et non en 1938 comme il l'assure sur les plateaux télé. Quand on demande confirmation au principal intéressé, il balaye la question comme on se débarrasse d'une miette sur un t-shirt. Je ne le dirai jamais, puis il y a des choses que je ne sais pas moi-même. À ce moment-là, Karl se lance dans un régime drastique. Il perd 43 kilos, juste pour enfiler une création Dior homme imaginée par Hedi Slimane. D'ailleurs, le couturier aux cheveux argentés entretient le culte de la maigreur sur les podiums. Au milieu des années 2000, les mannequins, de plus en plus jeunes et décharnés, disparaissent sous leurs vêtements. Les troubles alimentaires dans l'industrie, le dessinateur de Chanel ne voit pas le problème. Personne ne veut voir des femmes rondes dans la mode. Avec son débit mitraillette assorti d'un fort accent germanique, le couturier allemand devient une caricature de lui-même. On l'invite sur les plateaux pour faire de la séquence.
comme en 2015, lorsqu'il tient des propos xénophobes lors de l'émission Salut les Terriens sur l'accueil en Allemagne de près d'1 million de demandeurs d'asile. On ne peut pas tuer des millions de juifs pour faire venir des millions de leurs pires ennemis après. Il avait par la suite nuancé son discours en parlant de métaphores, tout en persistant sur le terme « ennemi juré ». Pour les médias, Karl Lagerfeld est borderline, subversif, mais jamais raciste. Dans sa bouche, la xénophobie est une simple extravagance. D'ailleurs, ses saillies sont renommées des carlismes, comme pour leur donner un vernis chic. Au travail, le couturier aime tout contrôler et s'est coupé des têtes dans un éclat de rire. Peu importe ce que dit la presse, Karl Lagerfeld réécrit sans cesse sa propre histoire, comme s'il voulait redevenir une page blanche. Le 19 février 2019, d'ailleurs, c'est le livre tout entier qui s'est fermé. Un cancer de la prostate l'emporte à 85 ans. Dans le milieu de la mode, on est tous orphelins. Tous saluent sans exception sa vision unique, celle qui a su insuffler un vent de fraîcheur au sein de la maison Chanel, qui en avait bien besoin. Et puis, on se remémore ses défilés, bien sûr, qui étaient à chaque fois des moments magiques, hors du temps, sans aucune restriction budgétaire. Il avait par exemple fait privatiser le Grand Palais pour y installer une véritable forêt, une plage ou même une réplique du village de Courchevel sous la neige. Pour certains, il s'agissait d'une énorme aberration écologique, mais pour d'autres, des moments uniques qui resteront à jamais dans les annales. Karl Lagerfeld ne laisse donc pas une pièce phare, mais plutôt une aura. Et des punchlines aussi. Parmi les plus connues, celle-ci, particulièrement gratinée: quiconque porte un pantalon de jogging dans la vie de tous les jours a perdu le contrôle de sa vie.